Nombreux sont ceux qui ont entendu parler d'anthroposophie. Pour certains, ce terme désigne une philosophie, d'autres le relient à la pédagogie Waldorf qu'ils connaissent ou aux produits Déméter issus de l'agriculture biodynamique. D'autres encore ont rencontré la médecine anthroposophique dans l'une des cliniques où elle est pratiquée ou encore dans un cabinet médical. Rien qu'en Allemagne, en effet, on en dénombre plus d'1 millier. Cette médecine est considérée comme faisant partie des médecines naturelles dites douces. Elle intègre les données de la médecine scientifique actuelle et l'élargit méthodiquement au domaine de l'âme et de l'esprit. Relève du champ d'activité de la médecine anthroposophique non seulement la médecine d'urgence et les soins intensifs, mais aussi les diverses orientations spécialisées telles que la pédiatrie ou la médecine interne, la neurologie, la psychiatrie, tout comme l'anesthésie et la chirurgie. Elle utilise également des moyens modernes de diagnostic comme le scanner ou l'imagerie par résonance magnétique. Dans le service de réanimation d'un hôpital anthroposophique, on peut être surpris de voir des procédés thérapeutiques particuliers côtoyer les soins techniques indispensables. Par exemple, le massage dit rythmique ou certaines méthodes de friction externe. Soignants et thérapeutes se sentent aussi solidairement responsables de l'approche humaine et de l'accompagnement spirituel de ces malades les plus gravement atteints. Anthroposophie signifie littéralement « sagesse de l'homme ». Face à la vision matérialiste qui est celle de notre époque, elle propose une conception qui tient davantage compte de la dignité humaine. On nous interroge souvent sur la position de l'anthroposophie par rapport à l'ésotérisme oriental ou occidental. Et peut-être puis-je vous en parler brièvement. L'anthroposophie est une science de l'esprit et l'ésotérisme devrait être compris comme étant totalement centré sur une aspiration chrétienne, plaçant la personnalité humaine ou, comme dans l'Évangile selon saint Jean, le « je » ou le « je suis » au centre du développement. La Fielder Clinic, près de Stuttgart, compte un peu plus de 200 lits et assume toutes les tâches d'un hôpital régional. Elle est l'une des 7 cliniques anthroposophiques qui, à côté d'un grand nombre de cabinets médicaux, ont vu le jour en Allemagne et en Suisse. Avec ses 450 lits, le centre hospitalier de Herdecke, près de Dortmund, assure lui aussi la fonction d'hôpital régional. Les hôpitaux anthroposophiques sont dirigés principalement d'une manière collégiale. Les honoraires privés, par exemple, profitent à l'ensemble de l'institution. C'est à Arlesheim, en Suisse, que se trouve la plus ancienne clinique anthroposophique. Inaugurée en 1921, elle porte le nom de sa fondatrice, Ita Wegmann. La maison qu'elle habitait existe toujours dans le parc de la clinique. La Lucas Clinic, ouverte depuis 1963, se trouve dans le voisinage. Elle accueille exclusivement des patients cancéreux. Son jardin, conçu de manière écologiquement intéressante, offre à ces malades gravement atteints la possibilité de réfléchir et de se ressourcer. À Öschelbronn, près de Pforzheim, sont réunis sous le même toit une clinique et une maison de retraite à laquelle est annexé un centre de soins. Rudolf Steiner, scientifique, docteur en philosophie, spécialiste de Goethe et fondateur de la science de l'esprit anthroposophique,
tint entre 1920 et 1924 plusieurs cours réservés aux médecins dans lesquels il exposa les résultats de ses recherches concernant l'homme et la nature. Avec le docteur Ita Wegman, sa collaboratrice médicale, il écrivit l'ouvrage intitulé « Données de base pour un élargissement de l'art de guérir selon les connaissances de la science de l'esprit ». La médecine accompagne notre existence. C'est en salle d'accouchement que le nouveau-né fait ses toutes premières expériences de l'environnement. Les exigences techniques et les mesures d'hygiène nécessaires sont ici accomplies dans une atmosphère humaine chaleureuse. Ici, comme maintenant d'ailleurs dans d'autres cliniques modernes, on accorde une grande importance à la présence du père pendant et après la naissance. Cultiver les liens familiaux fait l'objet de beaucoup d'attention. Les heures de visite sont toujours libres pour les pères et les enfants restent le plus souvent possible auprès de leur mère. La nuit, afin de ménager le repos des mères, les nouveau-nés sont accueillis dans une pièce qui leur est réservée. Au cas où surviendraient des complications ou une prématurité, il existe par exemple à Herdecke la possibilité d'une prise en charge dans une unité de soins intensifs. Ici encore, tous les efforts sont faits pour améliorer la qualité de vie. Les visites des parents dans le service de soins intensifs sont encouragées dans toute la mesure du possible. En pédiatrie, des médicaments de conception anthroposophique et des traitements externes éprouvés de longue date peuvent se substituer à des médicaments contre la fièvre et les antibiotiques. C'est ici justement que les possibilités d'auto-guérison sont maximales. Dans le traitement de la fièvre, les enveloppes des mollets additionnées de jus de citron soutiennent la capacité de l'organisme à surmonter lui-même la température élevée. Cet enfant atteint de pneumonie reçoit un enveloppement au fromage blanc. Ce dernier a pour effet de faire baisser la fièvre, de calmer la toux et d'atténuer l'irritation des muqueuses. Les traitements de conception anthroposophique sont instaurés en fonction de chaque cas individuel, puis adaptés en tenant compte du déroulement de la maladie. Ils demandent non seulement des connaissances et de l'expérience, mais encore évidemment une observation précise de l'évolution des symptômes. Le médecin doit savoir reconnaître le moment où un traitement antithermique ou antibiotique devient malgré tout nécessaire. Car en effet, les défenses propres de l'organisme ne suffisent pas toujours. Les mères ont la possibilité de rester toute la journée et même de passer la nuit auprès de leurs enfants. Pour rendre plus familière l'atmosphère de l'hôpital, ceux qui côtoient les enfants veillent à être en tenue de ville plutôt qu'en blouse blanche. Dans le service de pédiatrie, il y a non seulement une salle de jeu, mais également une jardinière d'enfants qui s'occupe des petits lorsque leur mère ne peut être auprès d'eux. Les enfants alités prennent eux aussi part aux activités de jeu. Ceux qui sont d'âge scolaire ont la possibilité d'aller à l'école de l'hôpital.
Avant l'entrée à l'hôpital, le diagnostic est porté par un médecin anthroposophe installé en cabinet ou travaillant dans le service de consultation de l'hôpital. Il en est de même pour le suivi médical après la sortie. So, Philipp, magst du gerade mal zu mir kommen? Dann kann ich mit deinem Bauch telefonieren. Gut. Nee, du Ja. kannst alleine machen. So. Guck mal, stellst dich mal hin. Jetzt machen wir das Unterhemd auch noch hoch. Da ist ja ein toller... Was ist denn da drauf? Weiß ich nicht, ein Igel. Ein Igel. Und wie läuft der? Schlittschuh. Schlittschuh. Und das im Sommer? Geht das im Sommer? Nee, im Winter nur. Im Winter nur, ne? Gut. Dans les centres pédiatriques d'orientation anthroposophique, l'environnement social de l'enfant et sa situation scolaire spécifique sont pris en compte au même titre que les aspects diagnostiques et thérapeutiques. Dès le début du siècle, Rudolf Steiner souligna le rôle préventif en médecine d'une éducation adaptée à l'âge de l'enfant. Gut. Und schwitzt er sehr viel? Eigentlich nur, wenn wir den Wickel machen, sonst so normal Ja. gar nicht so. Und ist aber sehr schlapp und müde noch. Ja. Les thérapies artistiques tiennent une place importante dans la médecine anthroposophique. Par-delà leurs effets psychothérapeutiques, elles sont aussi spécifiquement indiquées dans des maladies organiques. Des recherches ont d'ailleurs montré la relation existant entre les lois propres aux arts et celles qui régissent l'édification du corps humain. La pratique de la peinture et des arts plastiques met en jeu des lois qui correspondent à celles du développement et de la formation de l'organisme. Dans ces activités de croissance et de régénération, le corps doit en effet se maintenir entre deux tendances polaires pouvant conduire à des maladies. L'inflammation, qui modifie l'organisme dans le sens d'une dissolution de la forme, et la sclérose, qui à l'inverse la durcit. Les diverses techniques de peinture et de dessin permettent soit de dissoudre la forme, soit, en marquant les contours, de la renforcer. Elles correspondent par là aux deux tendances polaires que nous venons de décrire. Ainsi, par exemple, la peinture à l'aquarelle sur papier mouillé peut aider à s'opposer d'une manière thérapeutique aux tendances sclérosantes de l'organisme. Les mélodies, rythmes et intervalles musicaux sont basés sur les lois des nombres, que l'on retrouve également dans les fonctions rythmiques de l'organisme, ainsi que dans le développement des proportions du corps humain. Ces lois se révèlent dans l'âme, en particulier dans la vie des sentiments, avec ses alternances de tension et de détente, de vécu harmonieux et disharmonieux. Le dialogue musical entre le thérapeute et le patient, quel que soit son âge, s'attache à cultiver l'équilibre entre distance et abandon. Nous considérons le concept thérapeutique comme une succession de paliers. La thérapie artistique peut être envisagée après une phase préparatoire ou être introduite d'emblée. Mais au départ, ce sont des traitements médicaux s'adressant au corps physique lui-même qui entrent en ligne de compte. Ceci permet, précisément en cas d'anorexie, de réconcilier la jeune fille avec son corps et de restituer une image corporelle saine qu'elle avait totalement perdue au cours de la maladie. En Occident, beaucoup d'adolescentes souffrent d'anorexie mentale.
Dans ce type de maladie s'exprime le refus d'un environnement social et d'une vie qui n'offre plus suffisamment de champ libre pour le développement personnel et les décisions individuelles. La thérapie musicale joue ici un rôle important en aidant la vie des sentiments, jusque-là figée, à redevenir réceptive et en stimulant la créativité. Face à une société du bien-être toujours plus parfaitement standardisée, la fuite dans la maladie apparaît souvent comme la seule issue possible. La jeune fille, en refusant continuellement de se nourrir, manifeste son autonomie tant désirée et éprouve le sentiment de liberté qu'elle ne peut plus réaliser d'aucune autre manière. Le refus de son propre corps et des motivations d'ascétisme religieux peuvent également entrer en jeu. Le modelage soutient les processus de guérison, aussi bien lors de maladies dégénératives que lors de pathologies inflammatoires chroniques. En psychiatrie, les activités de modelage ont un effet stabilisateur, particulièrement sur les phénomènes hystériques et les hallucinations. Kann das sein? Ich kenne also wirklich leicht im Kopf und am Körper. Wenn Sie mir gar nicht alles verraten, wenn Sie es für sich behalten, wirkt es noch viel besser. Ja, habe ich schon gehört. Nicht alles gleich rauspulvern. Ja, das war ich schon ein bisschen, wenn ich ein bisschen erregt bin. Wenn Sie so freudig sind, dann müssen Sie gleich, liegt das Herz auf der Zunge. Ja. Also jetzt nehmen Sie das Herz wieder in die Hände und machen Sie weiter. Sie können ja auch mal den Topf so drehen, wissen Sie, so? Und dann brauchen Sie nämlich nicht zu wechseln mit der Hand nach innen, sondern dann drehen Sie es herum und dann wird dann zu hoch. Ne? Ja, das geht schon gut, wenn ich vergesse bloß immer das zu drehen. Dann. Ja. Und wenn Sie es so machen, dann kann es unten schön halten, dass es nicht alles wegfällt. Guidé par le thérapeute, le patient s'exerce, en modelant, à faire naître des formes, à les métamorphoser, à les délimiter et à les séparer les unes des autres. Soignants, thérapeutes et médecins se réunissent régulièrement pour s'entretenir ensemble de l'évolution de la maladie, juger de l'effet des thérapies et envisager de nouveaux traitements. La patiente souffrait d'une telle angoisse qu'elle n'osait même plus sortir de chez elle. Elle avait même peur de dormir dans sa propre chambre. Elle a beaucoup manqué l'école, tellement elle avait peur de subir une de ces crises pendant son trajet. Lors de ces réunions de thérapeutes et dans un esprit d'égalité collégiale, chaque participant décrit les impressions et les expériences vécues dans sa relation avec le patient concerné, de manière à en faire ressortir des informations utilisables pour le traitement. Dans sa thérapie par la peinture et le dessin, nous avons commencé par traiter l'aspect hystérique, pour l'aider à établir les limites plus formelles qui lui permettraient de se retrouver de manière plus physique. Elle a commencé par tracer des ombres en diagonale. Elle s'est ensuite servie des pastels. Ces cris demandent un plus grand effort physique. Là, à notre surprise, elle ne montrait plus de signes d'angoisse. Elle alternait entre deux extrêmes, parfois enthousiaste et motivée, d'autres fois fermement hostile. Oder dann sehr dagegen zu sein und stark Kontra auch zu bieten. Son angoisse, elle l'a montrée aussi dans la musique, mais de manière très voilée. Elle avait un don en musique. C'était avec le grand xylophone. Sa peur revenait. Non, je ne peux pas. Un refus de sa part, mais très enjoué.
à tel point qu'on aurait pu ne pas voir que c'était par angoisse. D'un côté, elle se refermait, mais elle pouvait aussi s'emballer, comme pour libérer par son jeu une grande force intérieure. Ce qu'elle jouait alors n'était pas vraiment si mal. Marie Steiner, épouse et collaboratrice de Rudolf Steiner, travailla à l'élaboration et au développement de nouvelles formes de thérapie, l'art de la parole et l'eurythmie, art du mouvement qu'elle fit connaître dans l'Europe entière. Ces figures illustrent les lois du mouvement et des couleurs rendues visibles dans les gestes eurythmiques. Chacune correspond à l'un des sons de l'alphabet. En musique également, chaque note et chaque intervalle a son geste particulier. Ces gestes permettent d'exprimer, avec toutes leurs nuances, les mouvements de l'âme et de l'esprit contenus dans les œuvres poétiques et musicales. Dans l'eurythmie artistique, ces gestes se réfèrent à l'être humain en bonne santé. Dans l'eurythmie curative, le malade est invité à pratiquer certaines formes de mouvements qui correspondent à sa maladie et qui, régulièrement répétés, contribuent à sa guérison. Notre patient est un jeune homme souffrant d'une maladie neurologique qui se manifeste par des troubles du mouvement. L'expérience a montré que l'eurythmie curative pouvait aider à harmoniser le déroulement des mouvements. En temps normal, les mouvements s'effectuent automatiquement. Nous ne réfléchissons jamais aux mouvements que nous accomplissons. Dans le cas présent, il s'agit de recomposer très consciemment des modèles de mouvement. On peut s'aider pour cela de gestes et de mouvements qui sont l'expression d'un certain vécu intérieur en essayant de reporter ce vécu intérieur sur le déroulement du mouvement. L'eurythmie curative s'est révélée particulièrement efficace dans les maladies chroniques. Une patiente asthmatique chronique nous fait part de ce qu'elle a vécu. Au début, l'eurythmie m'a beaucoup aidé à développer une prise de conscience aiguë de mon corps, de sentir par exemple que mes mains devenaient froides ou que mes pieds devenaient froids, ce qui précède souvent une crise d'asthme. C'est alors que je pouvais intervenir activement dans le processus grâce à l'eurythmie et me dire que je devais pratiquer tel ou tel exercice. Mes mains se réchauffaient, mes pieds se réchauffaient et la crise s'éloignait. À plus long terme, il s'agit tout simplement d'un moyen qui me permet de m'aider moi-même, de ne pas m'abandonner à mon destin. Au contraire, c'est une méthode dont je peux dire qu'elle m'aide activement face à la maladie, qu'elle m'aide à me faire du bien. Diriez-vous que l'eurythmie curative vous a aidé à changer d'attitude face à votre maladie? Oui, absolument. Du moins à adopter une attitude plus consciente. Je m'accommode à présent beaucoup mieux de ma maladie et je me sens moins désemparée face à elle. J'ai tout simplement la force de réagir par moi-même. Dans un service de soins intensifs, les thérapies artistiques peuvent être aussi d'un précieux secours. Certains patients atteints de troubles du rythme cardiaque ou encore mis sous respirateur artificiel éprouvent l'effet bienfaisant des sons qui apaisent ou stimulent directement les rythmes de la circulation et de la respiration.
Les membres de la famille ne sont pas considérés comme des visiteurs gênants. Lorsque cela s'avère possible, on les convie à participer aussi en tant qu'assistants au processus thérapeutique. Dans les maladies chroniques, contrairement aux situations aiguës où existe un risque vital, la collaboration active des patients est mise au premier plan. Les maladies chroniques tirent leur dénomination du fait qu'elles durent des années et qu'elles ne peuvent généralement pas être guéries. Elles déterminent en partie le cours de l'existence. Et il est important que celui qui en est atteint puisse adopter une attitude par laquelle il ne se sente pas constamment diminué par sa maladie, mais qu'il puisse la considérer comme un moyen de poursuivre son évolution, d'accéder à de nouvelles expériences et de valoriser de nouvelles facultés. En gériatrie, la médecine anthroposophique ne se préoccupe pas seulement de traiter les maux chroniques des personnes âgées. À Heuchelbronn, le nom même de foyer pour l'activité du troisième âge énonce déjà tout un programme. Ici, les personnes âgées qui le souhaitent peuvent non seulement participer à des activités culturelles et à des groupes de travail, mais aussi cultiver une parcelle de jardin. Effectivement, on pourrait dire qu'il s'agit d'une amitié de jardinier, où l'on échange les expériences et parfois également les plantes. Celui qui a beaucoup semé peut partager avec les autres. Parallèlement à la vie au foyer, il s'agit ici d'une forme particulière de rencontre qui repose sur l'amour des plantes. À côté des nombreuses possibilités d'activités culturelles, la prise en charge des tâches sociales sous une forme autogérée et l'assistance aux autres pensionnaires est ici encouragée. À cet âge de la vie, les activités artistiques stimulent non seulement les forces de santé, mais permettent en outre de nouer de nouvelles relations sociales. Ceux qui habitent dans les environs participent volontiers aussi au travail artistique réalisé en commun. Considéré du point de vue anthroposophique, l'existence humaine ne commence pas à la naissance et ne s'arrête pas avec la mort. L'idéal chrétien du développement vers la liberté par la vérité et l'amour ne peut être pleinement réalisé au cours d'une seule vie. La biographie de chaque être humain se révèle bien plus comme un fragment de tout un processus d'évolution orienté vers un but long à atteindre et qui englobe plusieurs vies terrestres. Un tel arrière-plan permet de développer une nouvelle attitude culturelle face à la mort. Aussi existe-t-il dans les cliniques anthroposophiques et les maisons de retraite une chapelle ardente aux formes appropriées. Les membres de la famille, les autres résidents, les soignants, ainsi que les médecins et les thérapeutes peuvent dignement y faire leurs adieux aux défunts. Dans les centres de formation pour médecins, soignants, thérapeutes et eurythmistes curatifs, l'enseignement se fait le plus souvent par petits groupes. Les fondements des connaissances de l'homme et de la nature issus de l'anthroposophie y sont transmis sur les bases indispensables de la médecine actuelle. Les étudiants peuvent ici faire l'expérience de l'étroite relation existant entre les manifestations propres à certaines maladies et les propriétés particulières de certains minéraux, de certaines plantes et de certains animaux. Ils y reçoivent aussi des indications pour développer par un travail sur soi des facultés thérapeutiques. La fabrication de remèdes anthroposophiques a débuté en 1921 et s'est développée en lien avec les activités médicales pratiquées dans les instituts thérapeutiques à Stuttgart en Allemagne et à Arlesheim en Suisse. De ces différents lieux de fabrication annexés aux cliniques,
naquirent bientôt les laboratoires Velleda. Ils doivent leur origine aux impulsions données par Rudolf Steiner dans le domaine de la pharmacie. La direction de l'entreprise s'efforce de créer des structures sociales nouvelles et de donner la possibilité de compenser par des activités artistiques les sollicitations excessives dues à la spécialisation des tâches. Ainsi, les collaborateurs peuvent participer chaque semaine, par exemple, aux séances de rythmie organisées dans l'entreprise. Récolte du chardon aux ânes, Onopordon acanthium. Pendant la période de croissance, cette plante particulièrement robuste absorbe beaucoup de lumière et de chaleur. Elle s'enracine progressivement dans le sol, dispose de puissantes forces formatrices et résiste en outre à la sécheresse et aux grosses chaleurs. La qualité d'un remède végétal dépend aussi du lieu où il pousse et du moment de sa récolte. Une fois récoltée, la plante médicinale est aussitôt préparée avec un très grand soin afin de maintenir intacte la composition des substances apparues pendant sa croissance. Après broyage, le chardon aux ânes est pressé pour obtenir son jus. Préparé avec des extraits de prime-vert et de jusquiame, il entre dans la composition d'un grand remède cardiaque et circulatoire dénommé Cardiodorone en Allemagne et en Suisse. Les laboratoires pharmaceutiques d'orientation anthroposophique ne conçoivent et ne préparent leurs médicaments qu'à la demande des médecins. Conformément aux connaissances de l'être humain et de la nature issues de l'anthroposophie, les processus de maladie en l'homme correspondent à des processus qui se déroulent aussi à l'extérieur dans la nature. Ces processus doivent faire l'objet de recherches approfondies. Dans cet effort de connaissance des remèdes, le savoir des médecins et celui des pharmaciens se complètent et se fécondent mutuellement. Les indications de Rudolf Steiner concernant les propriétés du gui ont permis d'orienter les recherches pour son utilisation dans la maladie cancéreuse. Le gui étant une plante parasite qui colonise différentes sortes d'arbres, se pose alors la question médicale de savoir dans quelle mesure l'action du gui chez les patients cancéreux peut-elle être influencée par l'arbre hôte de la plante. Les différents gis sont à chaque fois récoltés en hiver et en été. On utilise non seulement les baies, mais aussi les fleurs et les pousses. Le mélange des jus de la récolte d'été et d'hiver vise à réunir la totalité des substances et des forces actives qui se sont développées au cours de l'année. L'efficacité thérapeutique en résulte. Elle est bien moindre lorsque l'on utilise l'un des principes actifs pris isolément. Le gui, une des plantes tenant une place importante dans les diverses thérapies élargies par l'anthroposophie, fait aujourd'hui l'objet de larges débats de la part de la médecine universitaire.
Pourquoi? Parce que l'analyse chimique de ces composants a montré la présence de substances pouvant inhiber le développement anarchique des cellules et d'autres pouvant stimuler les défenses immunitaires. Le développement des préparations de conception anthroposophique à base de gui n'a pas encore atteint le stade où nous pourrions renoncer aux interventions chirurgicales. Le cas échéant, nous englobons donc dans nos traitements la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Un de nos principaux objectifs consiste toujours à tenir compte de la qualité de vie du patient. Pour cela, il nous faut également avoir recours à d'autres procédés thérapeutiques, tels que les thérapies artistiques, l'eurythmie curative et la thérapie par la parole. Cette dernière conduit le patient à reconnaître sa situation de vie et à se donner de nouveaux objectifs. Outre les plantes médicinales, on utilise en médecine anthroposophique un grand nombre de métaux et de minéraux, par exemple le soufre, la pyrite, la malachite, l'antimonite. Les procédés de dilution-dynamisation couramment employés en homéopathie appartiennent aussi au mode de préparation des remèdes anthroposophiques. La substance de départ, ici l'antimonite, est tout d'abord broyée et mélangée avec 9 parties de lactose. Par cette première trituration, on obtient dans le système décimal la dilution D1, à partir de laquelle le procédé de dilution-dynamisation sera poursuivi. Un des procédés de la médecine anthroposophique consiste en l'obtention de ce que l'on appelle un miroir métallique. Après broyage, la substance subit l'action de la chaleur qui la fait se liquéfier puis s'évaporer. La vapeur métallique s'élève, puis par refroidissement se dépose comme un miroir sur les parois du récipient. Elle acquiert par ce biais une structure plus homogène que la substance naturelle initiale. Des contrôles continuellement effectués dans le laboratoire garantissent une qualité identique tant des substances initiales que du produit final. Viennent s'y ajouter les méthodes analytiques courantes de nos jours, ici par exemple la chromatographie en phase gazeuse. Le travail anthroposophique eut tout d'abord pour centre le premier Goetheanum en Suisse. Édifié à Dornach pendant la Première Guerre mondiale, il fut détruit par un incendie au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre 1922. Rudolf Steiner conçut alors un deuxième édifice dont la construction fut achevée en 1928. Il est aujourd'hui le siège de l'Université libre de sciences de l'esprit. Rudolf Steiner a fondé l'Université libre de sciences de l'esprit et l'a dénommée Goetheanum en hommage au poète allemand. Il a trouvé en lui un esprit de génie qui a su reconnaître le lien entre la science, l'art et la religion et par là a pu poser les bases d'un ésotérisme chrétien occidental à partir de ses propres recherches. C'est en se reposant sur cette impulsion que Rudolf Steiner a pu développer l'anthroposophie. Le Goetheanum est aujourd'hui le siège de la Société anthroposophique universelle et de l'Université libre de sciences de l'esprit.
En tant que tel, il est un centre international de conférences et de congrès largement connu. L'université elle-même est divisée en plusieurs sections. La section médicale est plus spécialement chargée de la médecine anthroposophique à travers le monde. Elle prend en charge les différents centres de formation et des initiatives médicales, mais également les congrès et la formation médicale qui se déroulent sur place. Les hommes d'aujourd'hui sont de plus en plus nombreux à souhaiter une médecine qui considère le patient comme un partenaire adulte. Ils sont de plus en plus disposés à prendre activement part à l'organisation des systèmes de soins et à assumer la responsabilité de leur propre santé. L'orientation de la législation doit tenir compte de cette modification des consciences dans la population et des réels besoins des malades. C'est ici que la médecine anthroposophique voudrait apporter sa contribution. Il est nécessaire que la science et les progrès techniques s'insèrent dans une conception élargie de la médecine qui inclut pleinement aussi les besoins de l'âme et de l'esprit humain.